Nous sommes avec Daria Dugin. Bonjour Daria. Bonjour. Vous étudiez la philosophie, et plus particulièrement la philosophie platonicienne et néoplatonicienne. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre sujet principal d'étude? Le but de mes recherches était de montrer qu'il existe une homologie entre l'âme et entre l'état. C'est-à-dire qu'il y a l'ordre dans l'âme et l'ordre dans l'état qui sont vraiment identiques. Dans la modernité, dans les états contemporains, dans le monde moderne, on voit que toutes les valeurs sont inversées. On doit comprendre comment elles sont inversées. Ce qui était considéré d'être le plus bas, le plus non authentique, le plus matérialiste, maintenant est considéré comme quelque chose de plus sacré. Ça, c'est le Kali Yuga, c'est le temps du dernier temps où il n'y a plus de hiérarchies. Surtout, ces hiérarchies, ils sont complètement inversées. Ça, c'est la tragédie du monde moderne. Ça, c'est le distant du monde moderne. Ça, c'est le distant de l'Occident. On voit surtout dans l'Occident que, par exemple, les valeurs économiques qui étaient en bas de l'hiérarchie dans l'état du Platon, maintenant sont à nom de l'hiérarchie des États modernes. On voit cette chose au niveau de la crise qui passe maintenant en Union européenne. Ce que la crise en Grèce a montré, c'est ce que les valeurs qui étaient en nom de l'hiérarchie ne peuvent pas être les valeurs centrales. Maintenant, on est dans la situation compliquée. On voit qu'on ne peut pas fonder les États, nous ne pouvons pas fonder les unions sur les valeurs seulement économiques. On doit garder la culture, on doit garder la religion, on doit garder l'axe de spiritualité. Mais donc cette séparation finalement entre l'idée de l'âme et de l'état, en fait, à quel moment est-ce qu'elle est intervenue selon vous dans l'histoire? Cette division... Parce que vous avez dit homologie, ça veut dire qu'elles ont une origine, que l'état et l'âme ont une origine commune. Exactement, exactement. Ça commence avec l'époque du Platon. Il a déjà, à la République, dans les dialogues de la République, il a mentionné qu'il y a le même ordre dans l'âme, il y a le même ordre dans l'état. Et à partir de la philosophie néoplatonicienne, ce sujet a commencé d'être de plus en plus développé. Et c'est un sujet très intéressant. En fait, l'homme, c'est un sort de microcosme. Et l'état, c'est un sort de macrocosme. Et cette connexion entre l'âme et l'état donne à l'âme quelque chose du social et à l'état quelque chose de psychologique, quelque chose de la spiritualité, de verticale, transcendante. Est-ce que ça a existé selon vous à un moment donné dans l'histoire? Est-ce que par exemple Byzance ou même l'Empire des Tsars, c'était quelque chose comme ça? C'est-à-dire un roi philosophe l'Empire du Tsar? Oui, du Tsar, enfin le tsarisme. Est-ce qu'à un moment donné dans l'histoire ça a existé cette monarchie qui reflète le monde des idées? Je peux dire qu'il y avait des moments dans l'histoire où cette hiérarchie était presque réalisée. Mais de dire qu'elle était vraiment déjà réalisée, c'est rien à dire. Elle a existé surtout dans le monde d'Orient. Il y avait des rois philosophes. On a dans l'histoire biblique, on voit les histoires comme ça quand il y avait les rois philosophes. Mais le problème est celle que même si ça existait, les gens voulaient couper ce régime. Parce qu'il y a des forces qui travaillent contre la luminosité, il y a des forces qui travaillent contre la lumière. C'est les forces qui travaillent contre la tradition, c'est les forces contre-traditionnalistes. Et à l'heure actuelle, ce combat a toujours lieu selon vous, ou bien les forces, on va dire, anti-traditionnelles ou plus ténébreuses ont définitivement remporté la victoire? On peut regarder ce sujet sur deux aspects. Le premier, c'est l'aspect gnostique.
on peut dire que ce monde-là, il est complètement le monde du mal et que le mal a sa propre ontologie et l'existence. Et la deuxième variante, c'est que on peut regarder sur la question du mal d'une manière néoplatonique. C'est-à-dire que le mal n'existe pas. Nous n'avons pas de l'ontologie indépendante du mal. C'est-à-dire que le mal, ce n'est que la manque du bien. L'absence du bien. Ça, c'est la chose que Denis Areopagi disait. C'est la chose que Proclus a inventée. Elle a traité beaucoup la question du mal. Mais maintenant, dans les derniers temps, je deviens de plus en plus gnostique. Parce que je vois que ces forces qui, en fait, selon Proclus, n'étaient pas que la réduction du bien, existent. Il existe de plus en plus. Il commence à prendre le pouvoir. Il commence à prendre le pouvoir en Occident avec les banques, avec des systèmes financiers, avec ce projet de l'Union européenne fondé sur les valeurs économiques, avec des monopolies, avec des loges maçonniques et tout. Maintenant, plus en plus, le mal devient plus puissant. Et moi, personnellement, je suis devenue dans les derniers temps, je deviens de plus en plus gnostique. Gnostique, c'est-à-dire, pour vous, la matière, c'est le mal, en fait? Enfin, le monde incarné, c'est le mal? Oui. Moi, ce que je vois maintenant, je vois le monde matérialiste. Toutes les cultures, toutes les valeurs sont complètement détruites par les propagandas occidentaux. D'être agnostique, c'est de voir ce monde comme un sort un produit de démiurge, quelque chose du mal qu'il ne faut pas toucher, qu'il faut absolument transgresser ce monde, aller au-delà de ça. Mais après cette vision, j'ai commencé de la voir quand je suis arrivée en France. Parce qu'en vivant en Russie, j'ai resté quand même optimistique sur ce qui passe en Europe et j'ai eu l'image que là-bas, il y a quand même une idée du Grand Europe qui se développe. Mais quand j'étais à Bordeaux, j'ai fait un an d'études sur la philosophie politique à Bordeaux. Quand j'ai vu toute la liberté d'expression que j'ai eue là-bas, tous les principes de tolérance, tous les principes de la société moderne et libérale, j'ai commencé de souffrir et de distinguer de cette vision du Grand Europe. Je crois que la Grande Europe a la chance d'exister, mais maintenant, elle n'existe pas. Parce que l'Union européenne était fondée pas sur les valeurs des peuples, mais sur les valeurs d'argent. Avant de revenir sur cette idée, est-ce que sur cette idée du gnosticisme, est-ce que c'est pas... certains pensent que c'est l'inverse, c'est-à-dire que justement les élites globalistes, elles seraient gnostiques, c'est-à-dire qu'elles veulent d'une certaine manière, même si actuellement il y a un processus de matérialisation, le but c'est d'arriver à la fin à un ordre qui serait en fait qui serait coupé de la loi naturelle en fait. C'est-à-dire que nous, on nous ferait vivre dans le monde très matérialisé, mais les élites, les élites même invisibles, elles seraient, on va dire, totalement pneumatiques ou gnostiques, en tout cas dans leur sens, même s'ils ne touchent pas vraiment à l'esprit, eux, ils se gardent ça pour eux, en fait. Nous, on n'en serait pas dignes, nous, le peuple, on devrait rester dans la matière, en fait. C'est une très bonne remarque, c'est vraiment très, très, très bon comme une question. C'est un vrai mouvement, ce que je vois maintenant en Occident, que les élites qui détruisent la société européenne et que le transforment dans le sort de la société de consommation et la société de spectacle, en fait, ils gardent pour eux la spiritualité. Parce que quand on regarde les élites américaines, on voit qu'ils sont engagés dans les loges, dans les ordres métaphysiques, dans les groupes, et qu'en fait, ce qu'ils veulent, ils veulent avoir l'immortalité. Ils veulent devenir Dieu. Voilà. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Ce que vous avez dit, ce que vous avez évoqué, parce que c'est vrai. Mettre la société européenne comme pour les esclaves qui vont s'occuper seulement de trucs économiques et devenir philosophe soi-même. Ça, c'est vraiment intéressant, ça. Et en plus, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses intéressantes qui passent aux États-Unis. Il y a un aéroport du Denver qui était construit avec des symboles eschatologiques, mais vraiment sacrés.
Et aussi dans la publicité, même la publicité pour la société de consommation, les Américains utilisent beaucoup de symboles. C'est des triangles, c'est des choses spirituelles, c'est des croix, c'est des croix inversées. En tout cas, on peut dire que même pendant le Kali Yuga, il reste quand même la spiritualité. Mais la chose, c'est que la spiritualité, à l'époque de Kali Yuga, est complètement inversée. C'est comme le croix qui était comme ça, et chez Satanique, elle devient inversée. C'est un peu, ce sont les contre-initiés contre les initiés, un peu comme il disait René Guénon ou cette école-là. Est-ce que, comment dire, est-ce qu'en Russie, des gens ont conscience de ça? Et est-ce que selon vous, dans les élites politiques, il y a des gens qui envisagent ça et qui combattent contre ça? En Russie, on ne connaît pas bien l'Europe. En fait, moi, avant d'arriver en Europe, j'étais assez optimiste. Je pensais que la France est une grande culture de rainbow, de décadence, mais décadence artistique, décadence aristocratique, avec une bouteille de vin, avec des espoirs noirs, avec Baudelaire, avec Mon cœur est mis à nu, ou les oiseaux sont libres, les oiseaux sont ivres, fuir là-bas. J'ai pensé de la culture française comme ça. Je suis arrivée, je n'ai vu que la consommation. En fait, même les gens qui arrivent à se déclarer comme quelqu'un qui font le combat contre la modernité, ils restent dans la société de consommation. Ils n'ont pas de force de sortir. Ils n'ont pas de possibilité de sortir. Ils sont vraiment dans le présent. Les gens en accident sont condamnés. En Russie, pas encore. Condamnés à mort, condamnés à consommation. En Russie, pas encore. En Russie, on garde quand même l'axe spirituel. On est assez religieux en Russie. On a beaucoup de gens qui croient en Dieu. Il y a beaucoup de gens qui pratiquent. Moi, personnellement, je pratique la religion. Je vais à l'église. Pas chaque dimanche, mais j'essaye d'aller souvent. Et on voit l'Europe aussi comme un petit peu comme un pôle où il y a des gens qui disent non à globalisme. Mais après, quand je suis entrée à l'Union européenne et j'ai vu tout ce qui passe, j'étais vraiment étonnée et traumatisée. Est-ce que l'Église orthodoxe est un vrai rempart contre ça? Les orthodoxes, en tout cas les élites orthodoxes, ont la conscience de ce qui se passe? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. En fait, on a l'idée dans la théologie orthodoxe de catéchon. Catéchon, selon Saint Paul, c'est une empire chrétienne qui fait le combat pendant les derniers temps contre l'Antichrist. Et en fait, c'est une seule chose, un seul pôle qui ne laisse pas l'Antichrist venir dans le monde. Les orthodoxes voient le monde comme ça. Il y a le centre, la Russie, troisième Rome, qui est toujours en catéchon, qui reste en catéchon. Il y a l'autre monde, qui est la périphérie, et qui a un petit peu qui a du mal. Qui est en fait le monde d'Antichrist. Maintenant, à l'église orthodoxe, on a un bon niveau géopolitique. On est sur cette vision-là, des catéchons et de non-catéchons. Si l'Europe veut être avec la Russie, dire non au globalisme, libéralisme et l'hégémonie libérale, elle peut devenir catéchone. Mais sinon, elle va rester un monde d'antichrist. Il y a deux pôles dans le monde. Il y a les forces thalassocratiques et il y a des forces tellurocratiques. Tellurocratie, c'est l'empire catéchone. Et thalassocratie, c'est l'empire d'antichrist. Cette idée de catéchone reprend en fait, c'est l'empire romain de Constantin tel que le voyaient les pères de l'Église en fait. Exactement. C'est troisième Rome. Mais pourtant, quand on va en Russie, on voit que quand même les tendances modernes sont très présentes aussi. Est-ce que la population, elle va devenir comme en Occident ou elle restera quand même, elle préservera l'orthodoxie
Vous savez, quand quelqu'un est saint, il a plus de démons qui viennent. Pour le tenter. Oui, oui, qui vient chez lui. C'est pareil avec le peuple russe en fait. Il y a beaucoup de démons qui viennent, des forces qui sont complètement anti-russes, qui sont engagées par les élites comme celle de Soros. Il y a beaucoup de petits bureaux qui sont financés par Soros directement. Il y a des chaînes qui font le travail destructif, qui fait la désinformation, mais pas la réinformation. Et qui en fait, avec l'argent, elle arrive à avoir un petit peu d'influence sur les gens. Mais plusieurs gens, elles comprennent qu'il y a l'Occident qui porte des valeurs du mal et qu'il y a un corps qui reste encore la Russie, qui sera l'empire de dernier temps. Et est-ce que, alors là, une question, les jeunes, parce que vous êtes quand même très jeunes, et est-ce que les jeunes pensent comme vous, ou est-ce qu'ils sont indifférents Parfois, ils sont pas patriotiques, mais inconscients. Les patriotes inconscients. Et après, moi, je suis hérosiste. Il y a beaucoup de gens qui sont hérosistes, mais ils ne le savent pas, en fait. Ils divisent le monde un petit peu dans la carte géopolitique. Ils divisent le monde sur les pôles. Il y a les pôles du mer, il y a il y a du pôle de terre. Il y a le Rimland. Mais ils ne sont pas capables à bien s'exprimer. Mais inconsciemment, ils sont patriotes, inconsciemment, ils sont dans ce jeu géopolitique. Parce qu'en fait, la Russie, ce qu'elle n'a jamais perdu, c'est de faire son choix géopolitique. Seulement, à l'époque libérale, on a perdu la souveraineté de faire ce choix. Poutine, elle a fait avec Crimée, avec Novorossiya, elle a dit non à globalisme. Poutine, il a fait son choix géopolitique. Communisme, la doctrine communiste a fait son choix géopolitique. Tsar faisait son choix géopolitique. Voilà, l'époque libérale n'a pas fait ça, parce qu'elle voulait que la Russie perde la souveraineté, perd l'axe vertical de notre âme russe. Elle voulait détruire le peuple russe. Et vous pensez, pendant l'époque soviétique, que cet axe vertical spirituel s'est maintenu, malgré les persécutions contre l'Église? Oui, c'est très intéressant, mais parce que moi je crois que même selon l'époque du communisme, on gardait l'axe spirituel. C'était remplacé, le dieu était remplacé par une figure de secrétaire comme Staline. Les anges étaient remplacés par les figures qui travaillaient dans le bureau un petit peu comme Molotov. Et on gardait toujours cette hiérarchie. En fait, notre communisme, c'était un communisme spirituel. Oui, il y avait beaucoup des éléments matérialistes. La philosophie était totalement sous l'influence du Marx et sous sa doctrine économique. Mais quand même, il est resté des choses qui étaient bien. Il est resté la philosophie d'Hegel. C'est la dialectique. Qu'est-ce que c'est l'Hegel? Ça, c'est la dialectique de l'idée absolue qui vient dans le peuple et après qui revient dans le tour historique vers l'idée absolue. On était dans cette école, on étudiait beaucoup d'Hegel. C'est de la gnose en fait. Enfin, ouais. Mais matérialisé. Non, c'est pas la gnose. Ça, c'est le néoplatonisme. Oui. Hegel, c'est le néoplatonisme total. Oui. Et c'est en fait. Mais inversé quand même, parce que ça se matérialise au lieu d'amener les gens vers la transcendance. Non, je crois pas, parce qu'en fait, il était interprété par l'école marxiste comme un matérialiste, mais en fait, non, pas du tout. C'était, par exemple, en fait, c'était Hegel qui a commencé les études sur le néoplatonisme à son époque. C'était un premier personnage qui a fait découvert à l'Allemagne les œuvres de Proclus. Voilà, dans son histoire de la philosophie, il a mis 5 ou 6 pages à son époque sur Proclus, sur son compréhension de l'hierarchie dans le cosmos, le principe de l'un puis l'autre, l'un et l'autre, la dialectique qui passe entre l'un et l'autre, le processus de prodos et le processus de épistrophée. Épistrophée, c'est quand l'un est bien
vient dans le monde jusqu'à la matière, jusqu'au bout, jusqu'au du mal. Et après, Prodos, c'est une chose quand ça revient. Quand ça revient à son source. C'est pareil avec Hegel. C'est l'idée absolue qui était au-delà de tout. Et puis, elle était manifestée, elle a fait un tour, elle est revenue. C'est Prodos et c'est épistrophé. Et Hegel, je crois qu'elle adorait, bon, pas adorait, mais elle aimait beaucoup ces termes. Elle utilisait souvent ça. Épistrophé, Prodos. Et dans l'Église, là, on va dire l'Occident catholique, lui, à partir de la scolastique, à partir de saint Thomas d'Aquin, on a commencé à rejeter en fait plutôt le platonisme ou le néoplatonisme et à devenir de plus en plus aristotélicien. Est-ce que comment dire, est-ce que vous pensez qu'il y a une séparation qui est définitive presque, ou est-ce que les deux choses peuvent être à nouveau rassemblées comme elles l'étaient dans l'Antiquité en fait? Non, je ne crois pas à cette division d'Aristote et de Platon, parce que la chose c'est celle que à l'époque, à XIVe siècle, il y avait en fait, des œuvres d'Aristote qui ont venu de l'Orient en Europe, mais qui n'étaient pas du tout celles d'Aristote. C'était en fait Platon, et personne ne comprenait pas qu'en fait c'était platonisme. Il travaillait avec le platonisme. Je suis contre cette interprétation selon laquelle il y a la division entre Platon et Aristote. Je crois qu'ils n'ont pas de la différence, c'est seulement la chose qu'ils travaillaient sur les niveaux différents. Platon préférait de faire attention aux choses apophatiques, aux ceux qui est de-delà de tout. C'est son dialogue parménide qui est complètement consacré à ce sujet. Aristote, il travaillait plutôt sur le niveau où l'absolu ou la spiritualité touchait la matière. C'est pour ça son idée de Morphée, ses idées en fait, de compréhension du monde étaient comme ça. Il travaillait sur l'autre niveau. Chez néoplatoniciens, il n'y avait aucun problème de relation entre Platon et Aristote. Les néoplatoniciens du 4e siècle, du 5e siècle, il a étudié dans ces écoles Aristote, des dialogues d'Aristote, après c'était Platon. Il travaille toujours avec ça. Et cette division me semble artificielle et je ne suis pas d'accord avec ça. Alors si la Russie est au centre de cet empire chrétien qui lutte contre l'Antéchrist, quel rapport qu'ont finalement les orthodoxes avec les autres religions présentes en Russie, puisque finalement la Russie possède presque toutes les religions du monde, enfin après le bouddhisme, le chamanisme, l'islam. Le rusisme, c'est un petit peu la religion qui est connectée avec la tradition primordiale. En fait, le traditionnalisme dit que selon le traditionnalisme, il y a diverses religions, il y a la tradition primordiale qui est exprimée partout. En fait, le principe en fait, le rusisme est établi un petit peu sur 7 points. C'est-à-dire qu'il considère toutes les religions qui sont en hérésie comme des religions qui gardent quand même un petit peu de la tradition primordiale. Ça, c'est la compréhension. C'est bien, en fait, c'est à partir de néo-hérésistes, à partir des années 80 en Russie, que cette invocation de traditionnalisme était faite. Et c'est très important. Maintenant, les hérésistes contemporains, ils sont dans le chose de traditionnalisme. Mais dans cette idée de tradition primordiale, quand même, pour nous chrétiens, est-ce qu'on peut dire que ce qui est le plus proche de la tradition première, c'est quand même l'orthodoxie d'une certaine manière. Les autres sont, comme on dit dans le christianisme, des semences du verbe, mais le verbe il est vraiment dans l'orthodoxie, il est moins présent ailleurs, même s'il peut partiellement y être. Oui, ça c'est vrai. Et aussi quand on regarde la division entre l'orthodoxie et la religion catholique, on voit que le catholicisme a perdu cette connexion du Dieu avec l'homme, et l'orthodoxie pas du tout. L'orthodoxie reste dans le choix dans le contexte néoplatonicien, c'est-à-dire que l'homme, la matière, peut devenir devant. En fait, c'est l'acte de théologie. Dans l'Isychasme de Palama, c'était bien d'écrire que le Dieu peut descendre dans le cœur de l'homme. Et en catholicisme, cette tradition est perdue. Je ne peux pas juger sur le catholicisme traditionnel parce que le catholicisme traditionnel est très attentif vers la religion. Ça, c'est vrai.
Mais par rapport à, si on compare la catholicisme moderne avec l'orthodoxie moderne, on peut voir que l'orthodoxie a gardé cette lien entre le Dieu et entre l'homme. Qu'est-ce qui fait selon vous que malgré le communisme, l'orthodoxie justement a gardé ses racines profondes et ne s'est pas, enfin s'est adapté mais n'a pas changé le fond de sa doctrine en fait, par rapport au catholicisme qui récemment dans les années 60 s'est complètement modifié. Il y a un métaphore un petit peu de Prokhanov qui disait l'âme du peuple russe est chrétienne et le peuple russe est socialiste. Ça, c'est intéressant. J'ai déjà mentionné que même pendant l'époque soviétique, on a quand même gardé la côté de la spiritualité. Et en fait, ça, c'est très important de le garder. La chose est celle qu'on n'était pas si attaqué par les Américains que l'Europe. On était attaqué à l'époque libérale. À partir de ce moment-là, on a beaucoup de consommateurs. Mais quand même, on n'était pas attaqué si fort. Est-ce qu'on peut dire que finalement le projet mondialiste a essayé de prendre en Russie? Finalement, il a échoué et la Russie est traditionnelle à résister et peut-être est en train de renaître. Et maintenant, ce projet est passé en Occident en fait. Oui, on peut le dire. C'est maintenant la nouvelle Union soviétique, c'est chez nous en fait, enfin la dictature globaliste. Oui. Oui, exactement, je peux le dire. En Russie, c'était bien quand Poutine est arrivé. Il a fait beaucoup de choses en Russie. Il a quand même commencé de faire attention à l'église. Il a aidé beaucoup des églises. Après, il a fait son choix géopolitique. Il a compris le rôle de la Russie comme l'empire de dernier temps. Selon vous, Poutine a conscience de choses comme ça ou... Ça, je ne peux pas trop juger parce que je n'ai pas eu l'occasion de parler avec lui. Mais parfois, il me semble qu'il y a quelque chose de métaphysique dans lui. Parce que ce qu'il fait, pour faire un bon choix politique, il faut avoir une bonne conscience de métaphysique, métapolitique. Parce que beaucoup de gens disent que finalement, tout ce jeu se fait entre des élites qui au final vont quand même dans le même sens. Et bon, lui, il joue le rôle un petit peu presque du trickster, comme disaient les historiens des religions. C'est un petit peu le diable, un petit peu dans cette histoire, mais en fait, certains disent que c'est de la figuration presque. Au final, tout le monde va vers le nouvel ordre mondial et la Russie ira aussi à sa manière. Vous pensez que l'opposition est vraiment réelle sur le fond et que les gens de Poutine et autour de lui sont vraiment dans un projet différent? Autour de lui, je ne peux pas juger, je ne connais pas ce milieu. Mais lui, il a fait son choix. Il a confirmé qu'il était une figure patriotique qui a des valeurs pro-russes quand il a fait son choix à Novorossiya et quand il a fait son choix à Crimée. Et toutes ces conférences qu'il a données, on voit qu'il est vraiment un génie. Très bien. Et vous, vos rapports avec l'Europe, avec la France, comment vous continuez d'aimer la France malgré ce qu'elle devient? Vous aimez venir en France? Oui, bien sûr. Mais en fait, je jugeais trop radical j'ai dit en thèse que l'Europe est morte, mais en fait non, il y a des forces de renaissance, il y a des petits groupes qui commencent à s'éveiller, il y a beaucoup du monde qui ne sont pas dans ce sommeil, il y a des gens qui se réveillent. Moi je collaborais avec beaucoup de gens qui sont engagés dans les choses politiques ici en France. Non, il y a la résistance. Il y a la résistance, il y a parmi les religieux, il y a parmi la politique, parmi les politiciens, il y a des gens qui peuvent réveiller la France. Et peut-être une dernière question, est-ce qu'en Russie, les gens, enfin en tout cas les élites politiques ont conscience de ce qui se passe, justement comme à une époque il y avait des dissidents soviétiques qui regardaient vers l'Occident, est-ce qu'ils ont conscience que maintenant les dissidents en Occident ils regardent vers la Russie et d'appuyer ces dissidents dans ce combat eschatologique?
Ce que les Russes disent, bon, elles vont vous répondre oui, bienvenue en Russie, vous pouvez immigrer en Russie si vous voulez. Et toujours, les Russes sont très ouverts au niveau de l'hospitalité. Si vous venez, nous pouvons vous berger et vous donner un bon dîner. Et si on veut juste rester chez nous et continuer et s'appuyer. Nous pouvons vous aider. Bon, Daria, merci beaucoup pour cette interview et à bientôt. Merci.